mots sur ce que vous allez écouter avant de commencer, puisque c'est une soirée que nous vous proposons autour d'une rencontre de deux musiques, une rencontre de deux cultures, la rencontre entre la musique française et la musique américaine. La musique française qui a bénéficié de siècles et de siècles de grande musique en France, mais également en Europe, et puis la musique américaine qui est toute neuve, qui est toute naissante au XXe siècle, et les compositeurs vont évidemment beaucoup s'intéresser les uns et les autres à la musique qui existe de chaque côté de l'Atlantique. Dans ce programme, il y aura donc des compositeurs français et des compositeurs américains. Parmi les compositeurs français, eh bien, un célèbre que vous connaissez beaucoup, Ravel avec quelque chose de très très français, un prélude pour piano. Française, très poétique, et puis de l'autre côté de l'Atlantique, Gershwin, complètement différent. Là aussi, on reconnaît tout de suite, alors il va y avoir évidemment des caractéristiques de chaque côté, et puis je voudrais quand même faire une parenthèse avant de vous parler un peu plus en détail de ces grands compositeurs français et américains, par un compositeur qui fait partie du programme et qui en fait représente un peu le lien qui existe entre les deux compositeurs, les deux continents, pardon. Ce compositeur, c'est un compositeur que vous connaissez probablement pas, parce qu'on l'a un peu oublié aujourd'hui. Il s'appelle Henri Kowalski, et pourtant, c'est votre voisin. Parce qu'il a été un habitant de la ville de Dinan, il a habité longtemps ici, il a propagé sa musique dans la région, mais pas seulement. S'il est un peu inconnu aujourd'hui, c'est parce que l'histoire fait que dans les arts, certains personnages passent à la postérité, d'autres non, pour des fois des raisons un peu obscures. Celui-ci, si on l'a oublié aujourd'hui, mais il faut savoir qu'à son époque, c'était une star, qu'il a parcouru le monde entier, que tout le monde le connaissait, qu'il était un des plus grands musiciens de l'époque, très grand pianiste, dans la lignée de Chopin, qu'il a rencontré d'ailleurs à l'âge de 8 ans, et surtout un de ses premiers compositeurs qui sont allés voir ce qui se passait au-delà de leur pays, et notamment en Amérique. Il effectue un premier voyage en 1869 en Amérique, et il en fera d'autres. Aussi parce que ce compositeur qui fait le lien, eh bien, c'est un peu le joyau de votre région, et puis parce qu'on l'a redécouvert il n'y a pas très longtemps, que François et Hélène, que vous allez entendre, ont enregistré un disque consacré aux œuvres d'Henri Kowalski, avec notamment des mélodies qui ont été écrites, pour certaines écrites en Amérique, et puis aussi parce qu'il y a un très beau livre qui a été écrit sur ce magnifique compositeur et que je vous invite à lire, à acheter et à lire, et qui a été écrit par Marie-Claire Mussat, et on a la chance de l'avoir avec nous ce soir. Merci beaucoup, Marie. Alors, c'est parce qu'il y a eu des musiciens comme Henri Kowalski qui très tôt se sont intéressés à ce qui se passait de l'autre côté de l'Atlantique, que les compositeurs suivants vont eux aussi s'y intéresser. Qu'est-ce qu'il y a de si intéressant de l'autre côté d'un continent au niveau musique? Eh bien, un langage différent. Ça ne vous a pas échappé qu'on ne parle pas la même langue aux États-Unis qu'en France, mais on n'y parle pas la même musique non plus. Vous avez entendu tout à l'heure la différence entre Ravel et Gershwin. Qu'est-ce qu'il y a comme différence? Eh bien, cette différence, elle tient à cette musique américaine qui naît, en fait, à la fin du XIXe siècle. D'où elle vient, cette musique américaine? Elle vient d'un peuple qui est un peuple de migrants. Il y a essentiellement des mélodies irlandaises, il y a un petit peu de tout, il y a des juifs d'Europe centrale, et puis il y a surtout, depuis assez longtemps, des esclaves noirs qui ont été arrachés de l'Afrique et qui constituent finalement un vivier de culture beaucoup plus important que ce qu'on aurait pu croire. Ces esclaves noirs vont manifester en musique d'abord leur douleur, parce qu'ils vivaient quand même dans des conditions peu enviables. Et comment? Eh bien, en mélangeant les
des chansons religieuses que les Blancs leur apprenaient, avec leur propre rythme africain, ce qui va donner le gospel, le negro spiritual, puis une musique qui plus tard va s'appeler le jazz, bien plus tard. Et cette musique-là va taper dans l'oreille des musiciens européens, notamment de Debussy, que vous allez entendre dans ce programme. François va vous jouer tout à l'heure une pièce de Debussy qui s'intitule Children's Corner, le coin des enfants, qu'il a écrit pour sa fille, Chouchou. C'est un recueil de pièces, plutôt un peu amusé. Et dans cette pièce-là, eh bien, la dernière pièce de ce recueil s'intitule Gollywog's Cakewalk. On va vous en jouer un petit coup, vous allez voir que vous allez la reconnaître tout de suite. C'est une des plus célèbres de Debussy. Alors, ce Gollywog's Cakewalk, qu'est-ce que c'est déjà? D'abord, le Gollywog, c'est une poupée de chiffon qui représente un personnage noir, qui, dans le même temps, était à l'époque, en fait, un terme qui est devenu aujourd'hui péjoratif, un peu comme le terme nègre, qu'on n'utilise plus. Et cette poupée de chiffon, eh bien, il l'associe au cakewalk. Le cakewalk, c'est une danse d'origine des esclaves des États du sud-est de l'Amérique, qui, pour s'amuser à faire un peu comme leurs maîtres blancs, qui voyaient partir au bal, se sont eux aussi dit, ben, nous aussi, on va un petit peu inventer quelque chose. Et ils ont inventé une danse, et ils s'amusaient à danser ça. Et parfois, les Blancs, un peu magnanimes, les regardant, plutôt que de leur donner des coups de fouet, eh bien, ils les récompensaient en leur donnant un gâteau, cake walk, la marche des gâteaux. Et c'est donc cette marche très caractéristique, et qu'on retrouve la caractéristique dans le rythme, notamment de la main gauche. Et qu'on mélange avec ce que l'on appelle un rythme syncopé, c'est-à-dire quelque chose d'un petit peu déhanché, d'un petit peu balancé comme swing, qui plus tard donnera le swing. Alors, ce principe, en fait, il est directement issu de quelque chose qui est en train de naître aux États-Unis, et qui s'appelle le ragtime, que vous connaissez tous, et qui contient très exactement ces ingrédients. Et tous les compositeurs de cette époque-là vont s'intéresser à cette façon d'utiliser, entre guillemets, la musique américaine. Erik Satie va lui aussi, à sa manière, écrire une sorte de ragtime. Voilà, en gros, c'est du ragtime, c'est de la musique américaine, un peu à la sauce française. Une petite différence, c'est que chez Debussy, on a un très grand esprit intellectuel, en plus du musicien, qui n'a pas manqué de dire en musique un petit peu ses opinions sur ce qui se passait au niveau artistique dans la France et dans l'époque, dans l'Europe de cette époque-là. Et l'Europe du 19e siècle, qu'est-ce qu'elle vit? Elle vit un mouvement artistique, musical notamment, de très très grande ampleur avec Richard Wagner. Richard Wagner, à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, va imposer une nouvelle façon d'écrire de la musique. Tout le monde va s'extasier en disant « ça y est, c'est la nouvelle musique, c'est extraordinaire ». Et Debussy va aller un petit peu à l'encontre en disant que non, non, on se trompe un peu, c'est pas si extraordinaire que ça. Il aura d'ailleurs une belle phrase, il dira « Wagner, on a cru que c'était une aurore et finalement c'était un peu un crépuscule ». Il n'avait pas complètement tort. Et du coup, il va faire ce qui existe dans bien d'autres arts, c'est-à-dire faire une citation. Ça existe dans le cinéma, ça existe dans la littérature, ça existe en peinture. Faire une citation, on prend un petit morceau d'une œuvre d'art, on la colle dans sa propre œuvre d'art. Ça peut servir souvent à rendre hommage au compositeur ou à l'artiste à qui on veut rendre hommage. Ça peut aussi, chez Debussy, servir à se moquer un petit peu de lui, parce qu'il aimait bien un peu se moquer des autres. Et en plein milieu de cette musique de ragtime,
eh bien, il va nous parler de la musique de Wagner. Et la musique de Wagner, à cette époque-là, elle est représentée par le tout début de son opéra Tristan et Isolde, qui avait fait grand bruit. C'est juste ça. Ça, c'est le début de Tristan et Isolde de Wagner. Et Debussy, il va coller ce petit morceau au milieu du ragtime pour s'en amuser encore un petit peu plus. Très belle façon de s'évoquer de Wagner. Qui n'aura pas échappé à tous les grands wagnériens de l'époque, qui pour certains ont été scandalisés, pour d'autres très très amusés. Alors, comme toujours, lorsqu'il y a un nouveau courant, une nouvelle musique, eh bien, il y a les pour, il y a les contre, et puis il y a les musiciens qui vont donc s'y intéresser. Dans le programme qu'on a vu, vous allez avoir un petit peu de tout ça, et puis on va quand même vous parler aussi de la musique vraiment proprement américaine. Et cette musique particulière qu'on trouve aux États-Unis, c'est Gershwin. C'est Gershwin qui va véritablement en être le précurseur. Gershwin qui a utilisé beaucoup la musique des Noirs, la musique de jazz. Juste une parenthèse, la musique de Debussy, que François vient de vous jouer, a été écrite au début du XXe siècle, 1906, si mon souvenir est bon. Et il faut juste savoir que le terme de jazz n'apparaît qu'en 1917. Il a donc utilisé de la musique de jazz sans en avoir entendu le nom. Henri Kowalski n'a probablement pas entendu ça, on ne sait pas, il meurt en 1916, en tout cas au moment où tout ça commence à se développer, puisque c'est dans les années 15 que le jazz commence à émigrer à Manhattan notamment, et à intégrer les caves de Manhattan, et à devenir le bebop, et ainsi de suite, et tout ce qui fera le jazz. Gershwin va arriver dans ce milieu, écouter cette musique qu'il appelle musique populaire, et l'intégrer à sa musique, à lui. Il était très admiratif des compositeurs français, et notamment de Ravel. Il est d'ailleurs venu en France pour pouvoir étudier avec Ravel. Il est allé voir Ravel et il lui a dit « Je veux étudier avec vous ». Et Ravel lui a dit « Mais je pense que vous n'allez pas apprendre grand-chose avec moi. Il vaut mieux que vous restiez Gershwin et non pas que vous essayiez de devenir un deuxième Ravel. » Et puis surtout, il lui a dit « Et puis, entre nous soit dit, vous gagnez des millions de dollars avec vos mélodies populaires, et ce serait plutôt à vous de me donner des leçons. » Résultat, il n'a pas travaillé avec Ravel. Mais il est rentré chez lui et il a continué à développer cette musique. Et c'est vraiment grâce à lui que la musique américaine a pris vraiment une vraie personnalité. Et la particularité de Gershwin, c'est bien sûr d'utiliser cette musique populaire, cette musique de jazz. C'est aussi un très très grand mélodiste, et ça, il va le développer principalement avec le chant, avec la voix chantée, et c'est ce qu'Hélène va nous chanter maintenant. Alors, ce Gershwin, il est très très fort, il est très très doué, il sait aussi bien écrire de la musique qui est pratiquement du jazz, que quelque chose qui, au niveau mélodique, a très fortement impressionné Ravel, comme le fameux Summertime qui est tiré de son opéra Borghiennes. La musique évolue toujours, le langage évolue toujours. Une évolution vers quelque chose de typiquement américain, c'est le fait d'allier cette mélodie avec du rythme, et en plus du théâtre,
Et ça va donner naissance à quelque chose de particulier qui va être la comédie musicale américaine et qui va faire les grandes heures des États-Unis, notamment de New York et de Broadway. Vous allez entendre dans ce concert un certain nombre de pièces de comédie musicale américaine, My Fair Lady, par exemple, autant de pièces qui ont eu un tel succès sur Broadway, représentées à des millions d'exemplaires, il y a eu des milliers d'exemplaires, pardon, je crois que c'est plus de 2000 représentations pour My Fair Lady, et qui après ont été adaptées au cinéma, et évidemment une des plus célèbres d'entre elles, celle des années 50, avec Bernstein, West Side Story, une façon bien à lui de raconter l'histoire de Roméo et Juliette dans une Amérique des années 50, avec, là encore, des thèmes chers à l'époque, la rencontre des peuples différents, les latinos, bref, c'est un peu tout ce dont on est en train de parler en ce moment, finalement. Ils avaient assez compris, assez tôt, ce que la société allait devenir, et bien en musique, ils l'ont fait, avec ce West Side Story, très 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 grand succès sur Broadway, et ensuite le film de Robert Wise avec Natalie Wood, qui a eu lui aussi un énorme succès et qui représente à lui tout seul cette fameuse comédie musicale américaine qui va faire la célébrité à la fois de ce genre, mais également de toute la musique américaine. Alors, un petit peu de Bernstein pour terminer. I feel pretty, oh so pretty. I feel pretty and bright, and I pity any girl who isn't me tonight. I feel stunning and entrancing, feel like running and dancing for joy. I'm not pretty and Voilà, alors je vais leur laisser la parole. On va commencer par du vrai français avec le prélude de Ravel, du vrai américain avec les préludes de Gershwin, et puis ensuite, eh bien, on aura notre fameux Henri Kowalski qui fera le lien avant de retrouver Bernstein, et ensuite un entracte. Bon concert.